Chers amis et chers invités, bonjour. Au nom de notre famille, je vous souhaite la bienvenue ici au Planétarium de Montréal. Merci d'être venus si nombreux. Merci à ceux qui ont fait le déplacement des États-Unis, d'Ottawa et un peu partout dans le Québec. Et pour aussi ceux qui suivent le programme en ligne. Votre présence est un bel hommage à mon père, le docteur Gaston Rassamanzi. Papa aimait profondément sa communauté, qu'il a défendue tout le long de sa vie avec courage et vérité. Le livre que nous vous présentons aujourd'hui est beaucoup plus qu'un récit. C'est un héritage, un appel à la paix et à l'espérance. Nous vous invitons à le lire, à le partager et à continuer ensemble et à faire vivre sa vision. Je cède maintenant la parole à ma mère qui va vous dire comment ce livre est né et qu'est-ce qu'il représente. Merci beaucoup encore. Alors, mon époux, les regretté docteur Gaston Rassamanzi, était avant tout un homme épris de vérité et profondément attaché à sa communauté. Toute sa vie, il a refusé les mensonges sous toutes ses formes. Il ne supportait pas de voir la vérité étouffée, transvestie ou oubliée. Permettez-moi maintenant de vous raconter comment est né ce projet de livre. En 2016, Gaston a commencé à écrire car il voyait combien il y avait des mensonges dans la communauté et dans les médias. Ça circulait de partout, de plus en plus, et combien les vérités qu'il avait, qu'il détenait en lui, il ne pouvait pas l'exprimer. Alors, il se voyait de plus en plus comment la répétition d'une information fausse, quand on répète une information fausse, me disait-il, avec le temps, ça finit à ressembler à la vérité. Et puis il disait, Ngalou, c'est ainsi que le monde a connu tant de tragédies, que les Noirs ont été déportés aux États-Unis, plusieurs communautés ont été tout simplement supprimées à cause de demi-vérités ou des mensonges. Malgré ses longues années comme économiste, Gaston était resté avant tout un passionné d'histoire. Je me souviens à Kinshasa, dès qu'un vieux arrivait, il allait s'asseoir à ses côtés et je lui disais toujours, pourquoi tu as fait l'économie en fait? Tu étais un historien. Donc c'était un historien, il était historien dans l'âme. Il cherchait, comparer les peuples du monde entier, comment les peuples ont évolué. C'était ça la passion de Gaston. Je me souviens des discussions avec son frère Déo, Tiana et Calix. Il disait toujours, pourquoi tu n'écris pas? Pourquoi tu ne transmets pas aux générations ce que tu connais, que tu racontes avec beaucoup de passion? Parce que lui, quand il parlait, c'était avec tout son cœur. Même les événements passés des milliers d'années, c'est comme s'il venait de le vivre. Alors ses frères disaient, mais écris, Gaston, écris. Et quand il a vu ces mensonges circuler, il a dit, bon, il est temps que je puisse écrire cela, bien que c'était un peu tard. Mais non, ce n'est jamais tard parce qu'aujourd'hui, on est là. Gaston nous a quittés. Il m'a laissé les manuscrits comme un trésor et une mission silencieuse, mais claire. Ne pas garder cette vérité enfermée. Alors, je les ai rassemblés. J'ai réfléchi, j'ai prié. Et Dieu nous a conduits Coupe la vidéo. à rencontrer le professeur Déo, que je connaissais, que j'avais déjà rencontré une fois avec Gaston, pour qu'il puisse travailler ses livres, les mettre ensemble avec Étienne Samira. Ils m'ont aidé à ce qu'on puisse voir ces bébés qu'on va découvrir aujourd'hui. Ces livres est plus qu'un simple récit, c'est un legs, un cri d'amour pour notre communauté, un cri d'amour pour notre pays, les Congo. C'est un cri, un appel à l'unité et à la vérité pour que nos enfants et notre communauté n'aient jamais honte de ce qu'ils sont. Et c'est ce qu'il disait, mais répété. Gaston croyait fondamentalement que chaque peuple doit s'élever pour dire la vérité,
défendre sa dignité et construire la paix. Chers amis, avant de continuer, parce que c'est au nom des questions que nous sommes là, je vous invite à garder une minute de silence, mais pas des questions. Personne. Je vous remercie donc de lire ces livres, de les partager et de continuer à faire vivre la mémoire des Gatien, la mémoire de votre communauté, de cette communauté qui est devenue mienne. Je laisse la parole à vos invités. Maintenant, j'invite Ulysse Fassamanzi qui va nous lire la bio de notre défunt père. Gaston Rwassamanzi est né le 7 juin 1945 à Nyamitaba, chefferie de Guisali, zone de Massissi, Nord Kivu, République démocratique du Congo. Héritier d'une lignée prestigieuse de chefs traditionnels dès l'enfance, il baigne dans un univers où se confrontent l'autorité coutumière et coloniale. Son père, Rwassamanzi Tizimira Pierre, fut une figure marquante sous le règne du roi Kigeri, roi Bugiri, tandis que son cousin, Bukiana Wilfrid, fut un réformateur inégalable de la chefferie de Gisari, alliant vision sociale et audace économique des années 40 et 1950. Élevé au carrefour de la tradition et de la modernité, Gaston se forge très tôt une rigueur intellectuelle et une conscience académique, jusqu'à décrocher un doctorat en sciences économiques et administration des entreprises à l'Université Montesquieu de Bordeaux en France. Son excellence le conduit à devenir administrateur agréé au sein de l'Ordre des ingénieurs agréés du Québec. Économiste chevronné et stratège reconnu, il consacre sa carrière à la transformation des entreprises, à l'élaboration des politiques industrielles durables, à la planification des investissements publics et à la réforme des institutions. Il occupe des fonctions de premier plan au sein de l'appareil étatique congolais, directeur de cabinet au ministère des Transports, directeur général de l'Agence maritime internationale, administrateur de la compagnie maritime zaïroise. Il joue un rôle central dans le développement des échanges régionaux et contribue à la création de l'OGEFREM, pilier du système logistique national, en plus de sa percée économique. Gaston est l'un des penseurs majeurs des questions identitaires en République démocratique du Congo et défenseur infatigable des droits des communautés rwandophones. Armé d'un savoir historique précis, d'un sens aigu de la justice et d'un attachement indéfectible à l'unité nationale, il s'oppose avec fermeté aux récits stigmatisants et aux exclusions. Son œuvre posthume, Massissi, Banyarwanda, Histoire, Stigmate et Espérance, couronne une vie de réflexion, de lutte pour la vérité. Il appelle à une coexistence pacifique, fondée sur la reconnaissance mutuelle, la dignité humaine et l'égalité des droits. Ses interventions publiques, saluées tant au niveau national qu'international, continuent d'éclairer les débats sur la mémoire collective et la construction d'un vivre ensemble congolais. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis la fille du docteur Gaston Rwassamanzi et c'est avec émotion, mais surtout avec conviction que je prends la parole aujourd'hui. Donc, si nous continuons de raconter l'histoire, c'est parce qu'elle a été trop souvent déformée ou carrément niée. Il y a des vérités qu'on ne peut taire, qu'on ne peut plus se permettre de taire, surtout lorsque celles-ci ont des répercussions qui impactent des vies. Encore aujourd'hui. L'histoire des Tutsis congolais fait partie de notre mémoire collective. La nier, c'est laisser place à l'ethnophobie, à la haine et à l'exclusion. Et trop souvent, on nous demande encore de justifier notre existence, de prouver notre enracinement, mais en réalité, nous n'avons rien à prouver.
Ce que nous avons à faire, c'est dire les faits, les transmettre, contrer les révisionnismes et surtout construire une mémoire qui favorise la cohésion et non la division. Car rester enfermé dans des récits de rejet ne nous mène nulle part. Il en est assez qu'en tant qu'Africains, de nous laisser piéger dans ces mailles, de continuer à entretenir des débats qui ne nous élèvent pas. L'histoire a laissé des cicatrices, c'est vrai. Notre sort a parfois été tracé sans nous, par les colons, mais ceux qui ont écrit ces pages ne définissent pas notre destination. À nous maintenant de reprendre le fil avec lucidité et avec dignité. C'est dans cet esprit que s'ouvre ce panel intitulé Vérité historique et mémoire des Banyarwanda. Et pour modérer cet échange, nous avons l'immense privilège d'être accompagnés de Monsieur Léo Kalinda, journaliste retraité de Radio-Canada, figure respectée du paysage médiatique québécois, premier journaliste d'origine africaine à s'imposer dans les grandes chaînes. Il a couvert avec rigueur et courage d'ailleurs le génocide des Watutsi au Rwanda. Et lui-même durement touché par cette tragédie, il en est ressorti avec une voix encore plus forte pour dénoncer les discours négationnistes et rappeler que derrière chaque drame, il y a des vies humaines. Par son parcours, son humanisme et son professionnalisme, M. Kalinda reste une inspiration, non seulement pour notre communauté, mais pour tous. C'est un honneur pour nous qu'il modère cette discussion. Merci à vous, M. Kalinda. Je vous cède la parole avec toute ma reconnaissance. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Merci d'être là. Merci d'être. Nous sommes donc ici pour honorer la mémoire de ce très cher Gaston Rwasa-Manzi. Gaston, comme tout le monde l'appelait affectueusement. Le mari attentionné, n'est-ce pas, Ngalou? Le père adorable, l'ami affectueux, généreux, le camarade combattant, toujours disponible pour un conseil, un lutteur politique, très politique, et qui ne méprisait pas du tout l'adversaire. Fair play assuré, un gentleman, Mukinyarwanda Ifura, une personne distinguée, respectée. Avant son décès, vous l'avez compris, il y a désormais maintenant 4 ans, le mois prochain, Gaston a écrit ce magnifique livre que vous allez pouvoir lire, Masisi et les Banyarwanda, Histoire, stigmate et espérance. Ngalou Loche vous en a parlé. Les Banyarwanda dont il est question ici, ce sont des populations de culture rwandaise établies dans l'est du Congo, mais bien avant l'époque coloniale. L'ouvrage, vous allez le voir, illustre le rôle central de la famille Rwasa-Manzi dans le développement socio-économique du Massissi, et ce, malgré la brutalité de l'administration coloniale belge. En fait, la tragédie permanente du Congo remonte à la fin du XIXe siècle, lors du dépeçage de l'Afrique. À la conférence de Berlin, 1884-1985, très bizarrement, aucun souverain africain n'avait été invité et le roi Léopold de Belgique a obtenu le gros lot, le prétendu État indépendant du Congo. Ouabazile, vous êtes originaire du Bas-Congo en RDC, vous êtes mathématicien, analyste politique et historien. Gaston Rwasa-Manzi explique dans son livre que la présence des Banyarwanda est antérieure à la RDC. Expliquez-nous. Ben, vous savez,
Le Rwanda est une communauté politique millénaire. Avant la conférence de Berlin, ce pays existait déjà. Cette communauté politique existait déjà. Bien sûr, dans la région de l'Afrique centrale et des Grands Lacs, il y avait des communautés politiques bien avant la période coloniale. Donc là, le problème ne se pose pas. Mais quand on arrive à la conférence de Berlin, il s'est fait que les pays occidentaux qui ont participé à cette conférence ont dépecé ces régions de l'Afrique centrale. Et le cas du Congo est particulièrement édifiant en ce sens que c'est le seul territoire qui n'avait pas les mêmes caractéristiques que les autres pays définis pendant la période de la conférence de Berlin. Le Congo est le seul territoire qui était une propriété privée qu'on a remis à Léopold II, alors que les autres territoires sont devenus des colonies des pays européens. L'Angleterre, la France, l'Allemagne, ils se sont partagés l'Afrique noire. Mais dans le partage, justement, dans les tracés de ces frontières, il y a eu des communautés à cheval, en précisant que pendant la période précoloniale, la notion de frontière n'était pas dans notre culture africaine. C'est-à-dire, ce sont des communautés humaines qui dépendaient, par exemple, d'un grand chef coutumier, d'un moine ou d'un roi. Deux communautés peuvent être contiguës, mais chacune d'elles pouvait dépendre de différents chefs. Donc, la notion de frontière est arrivée avec la colonisation. Et quand ils ont dépecé, ils ont tracé les frontières coloniales, ils n'ont pas tenu compte des affinités ethniques, culturelles, tribales, ainsi de suite. Si bien que dans un pays comme le nôtre, le Congo, dans toutes les régions frontalières, vous trouvez évidemment des communautés transfrontalières. Dans le cas des Grands Lacs, vous trouvez des Banyarwanda, c'est-à-dire des Congolais d'expression Kinyarwanda, qui se retrouvent au Congo, en Ouganda, en Tanzanie. Cela veut dire que contester la présence des rwandophones ou des Banyarwanda sur le sol congolais, c'est soit l'ignorance, soit la mauvaise foi. Ou les deux. L'histoire est là et on ne peut refuser de telles évidences historiques. Très bien. Voilà un peu résumé cette problématique. Alors, comme Gaston Rwasa-Manzi, vous affirmez que, tout le monde a compris, vous affirmez que le malheur, la calamité même du Congo vient de la colonisation, certes, mais les dirigeants congolais eux-mêmes, est-ce qu'ils n'ont pas leur part de responsabilité? Bien sûr, ils ont leur part de responsabilité dans le sens que, enfin, une partie de responsabilité, parce que n'oublions pas que nos parents qui ont lutté pour l'indépendance n'avaient pas de connaissances sur l'histoire coloniale, sur les systèmes que le colonisateur a mis en place. Et on n'était que des simples sujets belges. Par exemple, dans le cas du Congo belge, on n'était que des simples sujets belges. On n'était pas des sujets politiques. Si bien que, à la veille de l'indépendance, nous avons des acteurs politiques qui étaient dans l'ignorance totale des caractéristiques de leur pays, des enjeux du territoire congolais, bref, de tout ce qui concerne l'histoire, les systèmes mis en place, l'administration, l'économie, et si bien que quand ils arrivent
le 30 juin, ils deviennent des acteurs des sujets politiques. Ils vont découvrir le démon du pouvoir. Et c'est à ces moments que les contradictions vont surgir. Pourquoi? Parce que ils sont encore au stade tribal et que si un adversaire politique n'est pas, par exemple, de sa colline ou de sa savane, eh bien, ça devient un ennemi mortel. Surtout dans la région des Grands Lacs, c'est le cas qu'on a connu. Vous avez des Banyarwanda qui sont sur le territoire congolais bien avant la colonisation. Nous avons connu des transplantés. Nous avons connu des réfugiés, par exemple, de 59. Il est bon à souligner que dans le cas des transplantés, ce problème a été réglé à la table ronde de Bruxelles. À la table ronde de Bruxelles, tous les acteurs se sont mis d'accord sur le fait que les transplantés qui se retrouveraient sur le territoire congolais le 30 juin 1960, ils sont de droit des citoyens congolais. Voilà. Malheureusement, cet arrangement historique et juridique n'a jamais été respecté par les différents acteurs qui sont venus après l'indépendance. Merci. En rappelant que avec l'autorité coloniale a donné quand même des droits politiques aux transplantés bien avant l'indépendance. Ils ont participé aux élections communales. Merci. Voilà. Alors, nous allons passer maintenant au professeur Mbonyihebe Sebahire Deo. Vous êtes à Kinoni, territoire de Rutshuru, Kivu. Vous êtes anthropologue, vous êtes chercheur, consultant indépendant au Rwanda. Vous avez étudié à Kinshasa avec Gaston Rwassamanzi. Vous avez complété d'ailleurs son livre Massissi et les Banyarwanda, Histoire, stigmate et espérance. Alors, on a compris, Gaston insiste beaucoup là-dessus, le professeur Basile, le chercheur Basile vient de le faire aussi. La colonisation a saccagé le Congo. Dans le cas de Massissi, elle a essayé de casser les élites Batutsi. Question, est-ce que les colons ont réussi? Merci beaucoup. Mais je voudrais vous demander une faveur. Professeur. Nous n'avons pas applaudi le propos de Mme Rwassamanzi. Je voudrais qu'on applaudisse son propos. Merci beaucoup pour vos applaudissements. Et le mérite. Je vais répondre de manière très synthétique à la première question. Les rapports de force étaient en faveur du colonisateur, certes. Il y a donc échec tout au moins partiel. Car toutefois, les progrès réalisés grâce au leadership chef, dans ce cas de Kanayandi, n'ont pas tous été anéantis. Il en est demeuré quelque chose, j'imagine. En tout cas, la mémoire collective continue à attester des résultats alors obtenus. Très bien. Alors, la sous-question, c'est celle-ci. Est-ce que pour autant, les structures traditionnelles... Vous ne m'entendez pas? Très bien. Alors, pour autant, est-ce que les structures traditionnelles ont été supprimées alors qu'on le voit encore maintenant? Il y a des chefs traditionnels, il existe encore des rois. Il y en aurait une bonne centaine au Congo. Est-ce que les structures traditionnelles ont été supprimées? Et vous me permettrez de retrouver mes réflexes d'enseignant. Je commence par la définition. C'est embêtant, les définitions, mais on doit passer par là. Quand on entend par les autorités traditionnelles, il s'agit de structures de pouvoir et d'influence ayant pour base les traditions et valeurs ancestrales. Chaque mot pourrait être... On n'a pas le temps. Et vous êtes des grands majeurs, des savants. Marqués par des dimensions d'autorité morale, sociale et parfois politique au niveau local. Donc, il s'agit de gouvernance locale. Quelles sont les fonctions des chefferies des autorités traditionnelles? Au Rwanda, vous savez qu'elles n'existent plus aujourd'hui. Mais au Congo, c'est une centaine. Au moins. Au moins. Donc, mentionnons parmi les fonctions
autorités traditionnelles, la médiation, la résolution des conflits, le maintien des valeurs culturelles du terroir, la gestion des ressources locales. Elles subissent, bien sûr, avec le temps, des modifications par adaptation aux différents contextes. Alors, maintenant, voyons, il y a une autre question. Oui, alors, c'est ça la sous-question. Est-ce que ces structures ont été supprimées? Vous dites que non, finalement. Alors, commençons par les autorités traditionnelles au cours de la période. C'est quoi? Rapidement. Rapidement. Donc, elles sont transmises généralement, donc le pouvoir de l'autorité est transmis par succession ou droit rattaché à la filiation, ou encore, dans certains cas, via des procédures électives intrafamiliales, ou quelquefois, de manière étonnante, fabriquées par le colonisateur, comme dans le cas de Mohamed Daniel Mleze, de Bouissa. Ceux qui connaissent bien la région savent bien que sa légitimité est très contestable. Voilà, il est le chef coutumier. Donc, il est devenu par là, véritable pouvoir colonial, pour faire exécuter ses ordres, faire respecter ses intérêts. Par exemple, collecte d'impôts, mobilisation pour des campagnes de santé publique, éducation, sécurité, infrastructure, etc. Pour ceux qui aiment la lecture, vous pouvez voir la thèse doctorale de Laos Kedira, qui est publiée sous forme d'ouvrage. C'est un monument à consulter. Alors, le pouvoir traditionnel, comme ça. Merci. Merci beaucoup. On n'est pas habitué, je ne suis pas journaliste. Le pouvoir traditionnel au cours de la période coloniale, ce pouvoir s'est servi des autorités traditionnelles tout en les manipulant afin de pouvoir exploiter la colonie de manière efficiente et de garantir l'ordre et de soumettre pour organiser la population. Éventuellement, en utilisant la chicotte. Nommés et avalisés par les autorités coloniales, tout en réduisant leur légitimité et leur autorité morale, ils sont habilités à trancher les palabres à certains niveaux, niveau local, et comme conséquence, bien sûr, il y a eu affaiblissement de leur légitimité. Ils sont devenus de quasi-fonctionnaires de la colonie. Voyons maintenant dans la post-colonie. Dans la post-colonie ou l'après-indépendance, le nouvel État, en ses phases successives, a continué à considérer les chefs traditionnels comme des relais pour atteindre la base sociétale sous leur administration. C'est vraiment Elvira, hein? Et n'échappe pas à des manipulations, notamment en période électorale. Vous le savez très bien, notamment au Congo. Et pourtant, le pouvoir symbolique et moral devrait pouvoir servir à fédérer les communautés, à aider à résoudre toutes sortes de conflits à travers des procédures dialogiques, à soutenir les efforts de vivre ensemble et de promotion du bien commun, en renforçant la cohésion sociale dans un pays comme la RDC qui en a largement besoin, mais partout ailleurs. Merci. Merci à vous. Alors maintenant, nous passons à Étienne Roussamira, démographe, statisticien. Vos travaux sont consacrés aux conflits armés dans la région des Grands Lacs. Selon la famille Rwassamanzi, vous avez joué un rôle clé dans la révision du livre Masisi et les Banyarwanda, Histoire, stigmates et espérance. Contexte, historiquement, les vagues migratoires des Banyarwanda d'après la délimitation coloniale des frontières, ces migrations s'effectuaient généralement vers des localités historiquement liées à l'administration du royaume du Rwanda et particulièrement vers le Masisi. Question, les autres Congolais les soupçonnent-ils des Banyarwanda de manquer de loyauté envers des dirigeants congolais qui ne sont pas issus de leur communauté? Excusez, je n'ai pas compris le... Pardonnez-moi. La dernière partie de votre question. Je répète, donc, résumé, généralement, les migrations des Banyarwanda sont liées à l'est du Congo. Ils allaient, comme s'ils prolongeaient le royaume du Rwanda. Est-ce que pour cela, les autres Congolais les soupçonnent de manquer de loyauté envers les dirigeants congolais qui ne sont pas issus de leur communauté?
Euh, comme on l'a bien expliqué par Basile, le professeur, il y a eu des vagues de migration différentes dans le Nord Kivu, spécialement à Massissi. Il y a une présence indéniable de la population Banyarwanda dans le Massissi. Et même si on essaie de les nier par toutes formes, mais au moins il y a quelque chose qu'on ne peut pas nier, c'est la toponymie qui est restée dans différentes régions de Massissi. Les noms, par exemple, Mugunga, Goma, Nyamitaba et autres, ce sont des noms Banyarwanda qui démontrent la présence précoloniale de cette population dans cette sous-région. En fait, suite à la gestion des colonisateurs, il y a eu besoin de main-d'œuvre en provenance du Rwanda. C'est ce qu'on a appelé les transplantés. Mais avant ça, il y avait déjà une présence Banyarwanda dans cette région. Et pendant, comme on l'explique dans les livres, et pendant certaines périodes, les dirigeants de cette communauté étaient nommés par le roi du Rwanda. Donc, il y avait un lien qui existait entre ces zones et la monarchie rwandaise. Et donc, c'est ce lien peut-être que certaines personnes utilisent pour dire qu'il y a le Banyarwanda manque de loyauté envers les autorités congolaises, mais c'était fait par les colonisateurs. En fait, à l'époque, les Congolais n'avaient rien à dire, comme l'a souligné Basile. Les Congolais n'avaient aucun mot sur la gestion, le mouvement de la population dans cette zone. Donc, merci. Alors, Gaston Rwassamanzi, dans son livre, parle, je cite, de littérature abondante et hostile qui diabolise les Batutsi congolais. C'est exactement comme les fameux discours de haine qui ont conduit au génocide, le crime des crimes au Rwanda en 1994. Avez-vous idée comment on peut lutter contre cette désinformation mortifère? Merci beaucoup. C'est une question très difficile, mais je vais essayer d'explorer certaines pistes. Et comme vous savez, ou comme beaucoup de gens le savent, juridiquement et politiquement, un État se définit par trois principaux éléments. Il s'agit notamment du territoire avec des limites géographiques bien établies, de la population qui vivent en permanence sur ce territoire et les gouvernements qui exercent le pouvoir ou la puissance publique sur les deux territoires et populations. Et donc, en exerçant la puissance publique, le gouvernement a des devoirs et des responsabilités. Donc, a les droits et les devoirs. Parmi les droits, c'est la théorie qu'on utilise de monopole de violence. Et parmi les devoirs, c'est la protection de la population de façon équitable devant la loi. Et comme vous le savez, le Congo n'est pas le seul cas où il y a une discrimination. Et il y a d'autres pays qui sont passés par là. Et donc, la protection de la population discriminée relève de la responsabilité du gouvernement congolais. Et pour lutter contre cette haine, il y a trois voies. C'est la pénalisation du discours de haine ethnique,
c'est l'éducation à travers les médias et le curriculum scolaire, et c'est la protection juridique des minorités discriminées. Le Canada est un bel exemple. Dans la Constitution canadienne et dans la Charte des droits des libertés de personnes, il y a des mécanismes juridiques qui protègent les minorités et leur langue. Donc, je crois que le Congo peut s'en inspirer. Merci infiniment. On va terminer ce panel avec Diatezoa Basile. Lors de la conférence nationale souveraine à Kinshasa en 1990, nous étions des centaines de journalistes venus du monde entier pour écouter le dictateur impitoyable Mobutu, qui allait démissionner comme chef du parti unique MPR, Mouvement populaire de la Révolution. Il a souhaité, c'était assez étrange, il a souhaité un système multipartite réduit seulement à 3 partis. Or, en 2023, il y avait en République démocratique du Congo plus de 910 partis politiques. Aujourd'hui, le nombre des partis politiques est certainement beaucoup plus élevé. Alors, question, professeur, chercheur Basile. L'avenir des Banyarwanda du Massissi est-il lié à leur participation politique? Peuvent-ils nouer des alliances et, si possible, avec qui? Vous savez, d'abord, il faut accepter une vérité politique. La crise à l'est de notre pays a une origine, une cause fondamentale. Le déni de la nationalité des Tutsis. Au début, évidemment, dans le Rutshuru, le Massissi, suite aux conflits locaux sur le plan politique, on mettait tous les Banyarwanda dans le même groupe vis-à-vis, par exemple, des Nandais. À un certain moment, il y a eu cette fissure entre les Banyarwanda, c'est-à-dire que les Hutus du Congo ont été inféodés par l'hypothèse hamitique. Évidemment, ça a aggravé encore des contradictions. Mais il est bon de savoir que cette crise identitaire débute depuis les années 60, qu'on se rappelle de la révolte Kanyarwanda. Mais les contradictions vont vraiment s'aggraver avec la loi de 1981 sur la nationalité zaïroise. Dans l'application de cette loi, on a mis tous les Tutsis dans le même panier, excepté les Hutus. Si bien qu'à la conférence nationale, tout le faciès Tutsi était exclu. C'est-à-dire que tous les Tutsis étaient exclus de la conférence nationale. Même ceux qui étaient considérés comme pères de l'indépendance, comme le feu Cyprien Rwakabuba, ou le feu Monseigneur Kanyamachumbi, qui était secrétaire général du conseil épiscopal du Congo, qui est la Cinco aujourd'hui, même Monseigneur Mosengo ne l'a pas défendu. Bref, il y a eu cette cassure qui a commencé avec la loi de 1981. Vous vous rappelez, par exemple, le feu Bisengimana, qui était directeur de cabinet à la présidence, suite à cette loi, il a été déchu. Et des notables de Kivu ont demandé à Mobutu qu'il soit dessaisi de ses biens matériels acquis pendant la zaïrisation. Et là, Mobutu a refusé. Il a dit, voilà, si vous avez mené cette campagne contre les Tutsis, il y avait seulement des raisons matérielles, la jalousie. Bref, aujourd'hui, on peut dire que pour résoudre la crise qui nous accable, il n'y a qu'une seule solution. C'est arriver au pacte citoyen. C'est-à-dire, nous sommes Congolais pour avoir été des simples sujets belges. Plus de 65 ans après l'indépendance,
nous sommes au stade d'accepter l'autre pour un destin commun. Donc, il faudrait qu'à un certain moment, qu'on pose cette volonté commune du vouloir vivre ensemble. Cela veut dire qu'il faut poser ce fondement moral de notre communauté politique. Parce qu'on est Congolais sans une volonté commune. Et c'est ainsi que nous défendons l'idée d'un pacte citoyen. C'est là qu'on peut commencer à reconstruire notre communauté politique sur des bases objectives. Dans le contexte actuel, je suis convaincu d'une chose. Tant que ce pacte citoyen ne sera pas organisé, eh bien, nous allons tourner en rang et aggraver les contradictions politiques. Donc, il faut d'abord que ce principe de citoyenneté soit accepté. Donc, malgré tout, vous espérez contre tout espoir, vous pensez qu'il y a un avenir pour les Batutsi, les Banyarwanda, du Massissi, et plus généralement, vous pensez que ce pays apparemment ingouvernable, qui est fiché dans le cœur de l'Afrique, ce pays immense, ce pays continent, vous pensez que votre pays, le Congo, a un avenir? Eh bien, tant qu'on ne va pas, par exemple, résoudre ce problème de citoyenneté, nous serons dans l'instabilité permanente à l'est de notre pays. Parce qu'on a bien vu avec la FDL, on croyait que l'arrivée de Laurent Kabila, qui se disait révolutionnaire, pouvait décanter cette situation, cette pesanteur sociopolitique. Au contraire, ça a aggravé encore les contradictions. Au stade actuel, ce n'est pas comme propose la CINCO, le pacte social. Bien sûr, je soutiens la bonne volonté de la CINCO, mais pour moi, ce qui est d'abord fondamental, c'est ce pacte citoyen. Il faut qu'on règle ce problème de la citoyenneté une bonne fois pour toutes. Et que tous ceux qui se sont reconnus comme citoyens respectent chaque communauté qui fait partie de la famille congolaise. Pour moi, c'est la condition. Merci infiniment. Restez avec nous. Nous sommes quelques-uns à vouloir vous poser des questions à vous, au professeur Déo, à Étienne. Alors, messieurs, mesdames, vous restez avec nous. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez faire des déclarations, vous pouvez parler en Gaboulochi, à sa fille, à ses fils, au professeur. Voilà, le micro est à vous maintenant. Donc, une période de questions de 15 minutes est ouverte à la salle. Donc, si vous avez... N'hésitez pas à lever votre main. Sinon, entre-temps, on peut commencer par une question qui vient du chat. Pourquoi, quand et comment la chefferie de Guichari a été supprimée? Donc, on peut peut-être répondre à cette question, mais de manière brève, car c'est dans le livre. Je suis bien là pour répondre. Oui. Étienne? Oui, la chefferie a été supprimée en 1921. En fait, c'est suite aux mésententes entre les colonisateurs. En fait, comme vous le savez, cette partie était occupée par les forces belges entre 1916 à 1922, pendant la Première Guerre mondiale. Et les Belges ont voulu effacer toute trace de la population Banyarwanda dans cette région et ils ont supprimé la chefferie Guichari pour la première fois en 1921. Et ça a été le cas aussi pour les autres chefferies dans Rutshuru et ailleurs. Dans la salle? Ma question est la suivante. On vient de parler des chefferies qui ont été servis. Dans la plupart des cas,
quand on veut nier la nationalité de Banyarwanda, on dit que de vous nous donner le nom de vos chefferies et vos chefs coutumiers. Par là, c'est une façon de dire que vous n'appartenez pas au Congo. Alors que vous venez de dire qu'il y avait des chefferies, et moi j'en connais, et il serait mieux aussi pendant cette conférence de citer les noms de chefferies de Banyarwanda qui ont été supprimés par le colon belge. Comme ça, vous allez informer la lanterne que tout le monde sache qu'il y avait des chefferies de Banyarwanda. Merci. Si je peux me permettre, il y a une liste dans le livre, en commençant par la chefferie de Guichari, de Kamoransi, d'autres noms qui sont peut-être les professeurs à les noms précis, d'Aruchuru, qui ont été exprimés en 1923. Très bien, merci beaucoup. Donc, on vous invite à vous procurer le livre. Tous ces détails sont élaborés dans le livre avec les dates, des références historiques et des références clés. La prochaine question ici dans le chat, c'est bon, c'est plus des commentaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Je ne sais pas s'il y a un juriste parmi nous, s'il y en a un qui nous aide un peu. Il y a un juriste parmi nous ici? Quelqu'un qui a une formation de juriste? Non. J'estime que la loi a une certaine ambiguïté quand elle dit la nationalité à l'existence, à l'appartenance à une chose. C'est un droit individuel, la nationalité. On ne devrait pas lier ça à une chefferie. Ce n'est pas normal. Parce que partout, il n'y a pas de chefferie pour commencer. Mais s'il y avait un juriste, peut-être qu'il pourrait nous éclairer. S'il y a un rapport de la rencontre, peut-être pour la suite, ça va. La salle? Oui. Que la Belgique est... Première chose, c'est plus un commentaire. Je voudrais vraiment souligner les efforts qui ont été faits autour du départ de Gaston par la fondation qui a été mise sur pied par la famille, Maman Galou, les enfants. Les efforts que vous faites sont énormes quand vous travaillez pour collecter des dons, des biens, pour aider les personnes touchées par ces conflits, des victimes du problème dont on parle. Vous êtes très très cohérent avec le legs de Gaston et c'est tout à votre honneur. Merci. Merci beaucoup, Jacques, pour ces paroles. C'est vraiment apprécié. Et on te remercie aussi pour ton support. Tu es toujours là pour nous, donc on ne reste pas indifférent. On n'est pas du tout indifférent. Il y a une question dans le chat. C'est le problème ayant persisté depuis 1962. Pensez-vous qu'il soit possible maintenant que le pays tout entier, surtout les jeunes, ont été manipulés et intoxiqués pour le déni de l'identité Tutsi? Oui, Basile, êtes-vous là? Basile? Il est parti. Basile? Il est là. Avez-vous entendu la question? Je peux essayer d'apporter un début de réponse. Oui. Je crois que dans mes propositions faites, j'avais soulevé la responsabilité de l'État congolais. On peut toujours, il y a des pays qui ont vécu aussi des drames, que ce soit l'Allemagne, le Rwanda avec les génocides,
mais que les nouveaux gouvernements ont essayé de changer le tir, si je peux le dire, en adoptant une autre politique de réconciliation nationale et de bon vivre ensemble, comme Basile le disait. Donc, ça demande, comme je l'ai dit, la pénalisation des discours de haine ethnique, l'éducation à travers les médias et le cursus éducatif, et aussi la protection des minorités. Si le Canada est un modèle actuel, c'est puisqu'il y a eu des mécanismes de protection des minorités. Je me rappelle quand je suis arrivé au Québec, il y a plus de 30 ans, un ami m'a dit que pour la première, une Québécoise m'a dit que pour la première fois qu'elle est allée demander son passeport à Ottawa, on lui a dit en anglais « speak white », donc parler anglais. Donc les Français n'étaient pas acceptés comme langue nationale. Mais il y a eu les efforts du gouvernement fédéral pour protéger les Français, les francophones. Même ici où je suis, en Alberta, les franco-albertais ont cette protection de leur langue et de leur culture. Donc, c'est une responsabilité du gouvernement congolais de protéger toutes les composantes de sa population nationale. Merci. Papa Basile, est-ce que vous voulez continuer sur cette réflexion? Je peux répondre, je peux ajouter. Oui, bien sûr. Moi, je crois que il y a deux phases politiques, disons, à accomplir. La première phase, voulons-nous encore vivre ensemble? Ça, c'est la citoyenneté. Est-ce que nous voulons encore vivre ensemble 65 ans après l'indépendance? Je pense, si on arrive à résoudre ce problème de pacte citoyen, nous pouvons trouver cette solution de citoyenneté. Ça, c'est le fondement moral pour notre communauté politique. Maintenant, la deuxième phase, la deuxième question, si nous voulons vivre ensemble, quelles sont les institutions que nous pouvons nous donner en fonction des caractéristiques de notre pays pour harmoniser la cohabitation des différentes composantes nationales dans le sens du bien commun. Quand je parle des institutions, c'est-à-dire le fondement intellectuel de notre communauté politique, et nous devons façonner nos institutions en fonction des caractéristiques de notre pays, tenir compte de sa dimension spatiale et de sa diversité culturelle. Il est incongru et aberrant que le pouvoir de décision politique et économique soit le monopole de Kinshasa. C'est une aberration politique. Nous devons décentraliser la décision politique et économique. Parce que on voit bien ceux qui sont, par exemple, à l'ouest ou ceux qui sont au sud, ils ignorent les problèmes qui se passent dans le nord Kivu ou dans le sud Kivu. Quand on leur dit qu'il y a des rwandophones, il y a des Banyarwanda, ils n'arrivent pas à comprendre cette évidence socio-historique. Donc, nous devons décentraliser la décision politique et économique. Pour moi, ce sont les deux phases fondamentales pour reconstruire notre communauté politique sur des bases objectives. Donc, une autre question, et je pense qu'après, on va peut-être donner la place à une dernière question.
Donc, c'est à travers l'organisation d'un télé-événement autour du livre du feu Gaston Rwassamanzi, quelles actions concrètes la communauté rwandophone congolaise compte-t-elle mener pour surmonter les incompréhensions et rallier les Congolais de bonne volonté à sa cause? Parce que moi, je ne suis pas dans la salle pour voir quelle est la proportion des Congolais mésinformés dans la salle. Qui veut tenter d'y répondre? Les informations, les Congolais, les Banyarwanda, du Massissi ou ceux d'Australie, comme tous les citoyens, ce n'est pas des politologues. Effectivement, ce que dit Basile, pour beaucoup de Congolais, pour beaucoup de Banyarwanda congolais, il y en a qui ne savent pas, qui ne savaient pas avant aujourd'hui, que effectivement, avant la conférence, il y avait des Banyarwanda au Congo, à l'Est, et il n'avait aucune difficulté à vivre avec les autres communautés. Donc, la seule des façons, c'est de se renseigner et de lire un livre comme celui de M. Gaston Rwassamanzi. Moi, je l'appelle un livre à mettre dans toutes les mains. Merci. Merci, professeur. Je ne bémol, pour utiliser une autre métaphore musicale. Je crois que, il s'agit davantage de mauvaise foi. Les élites savent très très bien qui nous sommes. Je me souviens, dès les années 90, quand c'était chaud, côté nationalité, je suis parti avec un ami, le regretté, c'est Madeleine Gadoni. Il y en a qui le connaissent? Oui. On a préparé une présence à la télévision nationale. On est rentré tard. Le lendemain, mes étudiants, mes anciens étudiants, qui me disent, pauvre, mais le code doit s'arrêter d'ici là. Qui ne sait pas que vous êtes congolais, vous? Et la grande question, c'est qu'il y a aussi complicité du sommet sociétal. Urashaka kuba abantu batagishaka. Murayumva? None se. Bizagenda gute? Ce qu'il nous faut, à travers un ouvrage comme celui-ci, nous serons nombreux à le lire. Et ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier. C'est une présence, c'est une conscience collective d'un combat commun à gagner. Que vous soyez en Australie, au Canada, comme on fait ici, en Afrique du Sud, il y a un combat à gagner. On les gagne comment? En évoquant le ciel. Ah, le ciel vous aidera quand vous aidez vous-même. Juste un petit mot. Je pense que dans la question, il y a une formule un peu sinueuse. C'est comme si on demandait aux victimes de montrer la bonne foi. Alors que c'est le contraire. Donc, les victimes ne cherchent qu'à être protégées. Et c'est la responsabilité du gouvernement congolais et les autres Congolais qui doivent comprendre qu'ils sont en train, je veux dire qu'il y a une partie de la composante congolaise discriminée, déniée de leur nationalité. Donc, c'est pas aux victimes de montrer la bonne foi, comme je disais, il y a une forme insinueuse dans la question. Je vais poser la même question de Basile. Basile, vous connaissez parfaitement le personnel politique du Congo, ce depuis des décennies. Vous, est-ce que vous pensez qu'il existe, vous, je le sais pour vous, mais est-ce qu'il y a des politiciens, des politiciennes au Congo qui sont capables de regarder la vérité en face et de l'accepter? Bien sûr, bien sûr. Il y a des Congolais lucides, il y a des Congolais de bonne foi. Ça ne manquera jamais. Mais il faut souligner un fait. La haine anti-Tutsi au Congo
a commencé à l'est, au niveau local. Ce n'est pas à l'ouest, ce n'est pas à Kinshasa, ce n'est pas au sud du Congo. Nous avons vécu avec des Tutsis, des Hutus à Kinshasa. Moi, je suis né à Kinshasa. Mon père était, par exemple, dans l'église protestante où il était diacre. Au début des années 60, mon père a adopté 2 garçons Tutsis orphelins du Rwanda suite au génocide. Nous avons vécu avec ces 2 enfants pendant 3 ans à la maison. Ils sont aujourd'hui aux États-Unis. On n'a jamais eu la haine contre les Tutsis. Mais dès l'indépendance, au niveau local, au nord Kivu surtout, au sud Kivu aussi, il y avait justement cette haine qui a commencé pour des intérêts locaux sur le plan politique et économique. Et on le voit bien aujourd'hui. C'est toujours les acteurs politiques de l'Est qui sont autour du président Fachi qui sont là pour animer la haine anti-Tutsi. C'est connu. Vous avez des gens comme les Paluku, les Bitakwira, les Nzangi. On ne peut accepter que des individus qui ont des mandats publics, c'est-à-dire un salaire payé par le peuple, et qui n'hésitent pas à véhiculer publiquement la haine contre une communauté nationale. C'est inacceptable. Donc, la classe politique congolaise a cette responsabilité politique d'endiguer cette haine. Moi, je vis en Belgique. Mais en Belgique, il y a des racistes. Il y a des blancs belges qui détestent les noirs. Mais la loi belge nous protège. Si aujourd'hui, je suis victime d'un acte raciste, j'ai le droit de porter plainte. L'État est là pour me protéger. Aujourd'hui, on accuse les jeunes Tutsis de prendre les armes, soi-disant pour demander la nationalité congolaise. Mais ils ne prennent pas les armes pour demander la nationalité congolaise. Ils sont congolais. Ils prennent les armes parce que l'État n'assure pas leur sécurité physique et leur bien. Donc, ils ont ce droit de se protéger. C'est la responsabilité de l'État. Une nation est un construit artificiel et c'est la responsabilité de l'État de mener des politiques d'intégration de toutes les communautés pour créer une conscience nationale. Depuis 65 ans, nous sommes nulle part. Nous sommes encore au stade d'accepter l'autre pour un destin commun. C'est vraiment ridicule. Donc la responsabilité de la classe politique est là. C'est à nous à prendre nos responsabilités. Je pense qu'on va terminer. Il y avait un dernier commentaire. Je ne sais pas si vous ne me voyez pas. Bon, Jeanne Bouchelchi a dit, je pense aussi que l'ancien gouvernement rwandais, je pense aussi que l'ancien gouvernement rwandais à l'époque de Habyarimana avait contribué à exacerber cette non-acceptation des Tutsis congolais. C'est voilà. Ça, comme ça. Juste un mot sur ça. En fait, le cas spécifique du Nord Kivu est unique, non seulement à des interférences au niveau national, mais il y a aussi des interférences extérieures. À cause de la composition démographique de Banyarwanda au Nord Kivu, similaire à celle du Rwanda, chaque événement du Rwanda a eu un impact direct sur le Nord Kivu. Donc, il y a des interférences du Rwanda depuis l'indépendance
sur la situation de Banyarwanda au Nord Kivu. Et ça, on ne peut pas les nier. Et on doit en tenir compte aussi dans la résolution des conflits, dans la sécurisation des Congolais Banyarwanda du Nord Kivu. Et comme je l'ai dit, en fait, il y a un principe qui régit les États modernes africains. C'est le principe d'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. L'Afrique est ce qu'elle est aujourd'hui dans ses limites géographiques. Est-ce que vous pouvez imiter Basile? Donc, l'Afrique actuelle est ce qu'elle est dans ses limites géographiques à cause des décisions des colonisateurs. Et on ne peut pas remettre en cause ces frontières sous peine de créer des guerres partout en Afrique. Il y a eu des pertes ou des gains dans certains pays, que ce soit le Rwanda ou le Congo. On n'en est plus là. C'est la gestion de ce que nous avons comme limite géographique qui nous intéresse et non à remettre en cause par qui que ce soit le principe d'intangibilité des frontières héritées de colonisation. J'ai vu une question sur l'avenir et je crois que c'est là on doit se projeter. Il y a des ensembles qui permettent de coller ces morceaux hérités de colonisation et l'intégration régionale. Il y avait une question sur l'intégration régionale. Récemment, je travaillais avec la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies à Addis Abeba et la Commission de l'Union africaine sur un programme de mouvement en circulation des biens de marchandises à travers l'Afrique et aussi des mouvements de personnes. Mais il s'avère qu'il y a un décalage entre la circulation des biens et la circulation des personnes. Or, on ne peut pas avoir des business sans circulation de personnes. Et on a jugé que le mouvement des populations soit intégré dans ces principes de trade, de commerce à travers l'Afrique. Et comme vous savez, dans notre région spécifique de l'Est, la CPGL avait joué un rôle important pendant plusieurs décennies, justement pour gérer cette communauté commune de part et d'autre des frontières. Et je pense que ces ensembles peuvent régler une partie de cette blessure héritée de la colonisation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, merci à tous pour vos questions et réflexions. On pourrait facilement continuer cette discussion encore longtemps, tant le sujet est vaste et riche, mais nous devons nous arrêter ici pour respecter le temps, car nous avons la salle jusqu'à 17h et on veut aussi donner le temps aux personnes présentes de passer par la table et de se procurer un livre. Donc, je vais laisser Monsieur Kalinda clôturer, juste avec un mot rapide pour le panel, et ensuite inviter Maman pour le mot de la fin et Juni Rwasamanzi pour un bref mot sur la Fondation Rwasamanzi. Plutôt Juni. Juni, si tu peux t'avancer, tu vas passer après Monsieur Kalinda. Et juste vous dire que tous les fonds du livre iront pour les initiatives de la Fondation Rwasamanzi. Quoi vous dire? Nous sommes tristes. Nous sommes immensément tristes
mais en même temps de penser à Gaston et les quelques fois que moi je l'ai vu, ceux qui ont eu la chance de vivre avec lui, savent quel genre d'homme il était. Et ceux qui, vous avez une chance, à la limite, ceux qui ne l'ont pas connu, vous avez une chance extraordinaire de faire sa connaissance en lisant ce livre. Encore une fois, un livre à mettre dans toutes les mains. Merci beaucoup, Denis. Je vais t'inviter. Et avant de clôturer, j'aimerais juste remercier nos panélistes, le professeur Déo, Monsieur Étienne Loussamira et Papa Basile Diatezoa. Merci pour votre temps. Merci pour vos réflexions. Vous avez permis d'enrichir la discussion autour du livre. Merci beaucoup. Bavandimwe muraho, nitwa Juni Mutesi Rwasamanzi, ndi umukobwa wa Gaston Nganguzi Rwasamanzi. Mesdames et messieurs, chers amis, je vous remercie aujourd'hui. Alors, je vous remercie aujourd'hui pour honorer la mémoire de notre père à l'occasion du lancement posthume de son livre consacré à l'histoire de la région des Grands Lacs. Notre père croyait profondément que l'éducation est la meilleure arme contre l'ignorance et les divisions. C'est pour faire vivre ces convictions que nous avons lancé en 2021 la Fondation Rwasamanzi qui porte son nom, un héritage vivant au service de la dignité humaine et de la transmission du savoir. Dans ces premières années, la Fondation a mené des actions humanitaires autour de Goma auprès des déplacés, principalement venus de Massissi et Rutshuru. Deux territoires très chers à notre famille, notre père étant originaire de Massissi. Ces actions comprenaient la distribution des vivres, des soins médicaux, des formations artisanales et l'ouverture d'une mini-boulangerie pour les femmes déplacées. Nous avons également mené des actions éducatives contre les discours de haine en partenariat avec l'Université de Goma et d'autres acteurs engagés. Aujourd'hui, notre prochaine étape est la création d'un centre de formation à Kichanga pour soutenir les communautés dans la durée. Nous avons également un chapitre actif au Rwanda où nous menons un programme de bourse professionnelle et technique destiné à des jeunes vulnérables et dans des réfugiés congolais et des jeunes locaux en difficulté. Enfin, je tiens à préciser que tous les fonds issus de la vente de ce livre seront versés à la Fondation Rwasamanzi pour soutenir nos initiatives. Merci pour votre attention et votre soutien. Et votre soutien. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Je vais appeler maman qui va donner le mot de la fin. C'est toujours émouvant d'être là, de se retrouver entouré de gens aimables. Et comme vous, je disais à mes enfants, je dis toujours à mes enfants que tout ce que nous faisons et ce que vous faites, ça nous guérit. C'est dans les processus de guérison. Merci beaucoup encore. Chers amis, chers invités, merci d'avoir pris le temps d'être ici aujourd'hui pour ce lancement qui n'est pas un simple lancement de livre.
car ce livre n'est pas un livre comme les autres. Il porte la voix d'un homme, le docteur Gaston Rassamanzi, qui jusqu'à son dernier souffle a tenu à laisser un héritage de vérité, de justice et d'espérance. Ces livres ne racontent pas seulement Masisi ou l'histoire des Banyarwanda, ils racontent l'histoire d'un peuple qu'on a voulu effacer, d'une mémoire qu'on a tenté d'étouffer, d'une citoyenneté qu'on a voulu retirer à maintes reprises, d'une dignité qu'on a tenté de piétiner. Aujourd'hui, nous avons entendu que les Banyarwanda étaient là avant même que la RDC existe. Le démantèlement des chefferies n'est pas un hasard, mais une stratégie coloniale pour diviser et effacer les élites. L'émigration post-frontière n'était pas une invasion comme on le prétend et comme on le comprend, mais une continuité sur des terres ou des collines, les volcans comme Nyiragongo, Muhabura, Sabinyo et les rivières comme Saké et Rubaya portent encore leur nom, comme M. Tienne venait de le dire. Tout ça, on ne peut pas effacer, on ne peut pas ignorer. La spoliation, l'exclusion et l'expulsion ne sont pas une fatalité. Et que des récits toxiques ont nourri une haine qui n'a jamais aidé notre pays. Mais aujourd'hui, par ces livres, Gaston refuse l'oubli. Et vous qui avez pris le temps de venir à cette cérémonie, si vous pouvez partir en disant, si vous aimiez Gaston, que Gaston refuse l'oubli et que chacun de nous refuse l'oubli. Il refuse qu'on le dise un jour, je ne savais pas. Il ne faut pas que vos enfants disent un jour qu'on ne savait pas, parce que vous les savez aujourd'hui. Et par ces livres, vous allez encore découvrir autre chose. Gaston refuse qu'on continue à se déchirer sur des mensonges fabriqués. Chers parents, parlez de ces livres à vos enfants, aidez vos enfants à s'approprier de leur histoire. C'est important. Lisez-les avec vos enfants. Aidez les enfants à s'approprier leur histoire sans honte, avec dignité, car savoir d'où l'on vient, c'est savoir où on va. Chers jeunes que je vois dans la salle, ils sont nombreux, et je suis plus que bénie de voir les jeunes. Gaston disait toujours quand il voyait les jeunes, il dit, c'est top, ils ne comprennent rien. Et ils ont raison de ne pas comprendre. Et je pense que c'est pour cela aussi que ces livres, j'ai tenu à ce qu'on puisse faire le lancement aujourd'hui. Lisez ces livres, soyez fiers de ce que vous êtes. Soyez fiers, chers jeunes, de ce que vous êtes. Connaître votre histoire vous permettra de vous défendre et de marcher la tête haute. Parce que ce que les gens racontent et que vous ne réagissez pas, ils finissent par comprendre parce qu'ils ne réagissent pas, c'est qu'ils acquiescent de ce que je dis. Donc il faut connaître. Gaston détestait l'ignorance. Et je pense que ces livres, par ces petits mots qui sont dans ces livres, ça va vous aider d'argumenter. Quand quelqu'un parle, il faut répondre. Vous ne répondez pas et disiez, c'est parce qu'ils n'ont rien à dire. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut vous approprier de ça. Et c'est un message que je donne aux jeunes de tout cœur. Et aux parents aussi. Je me souviens, Gaston pouvait rester jusqu'à 3 heures du matin. Ces enfants connaissent l'histoire de leur village comme s'ils ont grandi dans les villages. Et je pense que c'est ce que vous devrez faire en tant que parents. Il n'est jamais trop tard. Chers amis et compatriotes, parce qu'il y en a dans la salle, comprendre l'histoire des Banyarwanda, c'est comprendre l'origine d'un conflit qui dévaste un si grand pays et qui l'empêche de se développer. Ces pays ne se développent pas parce que tout simplement, les gens ne comprennent pas. Les gens passent le temps à faire de la philosophie. Et ces pays piétinent au lieu d'avancer. Parce que lorsqu'on regarde les sous-sols de ces pays, on dit qu'il y a tellement de choses dans ces pays à faire. Donc, nous devons comprendre cela et le pays va bien se développer. Les livres posthumes est un acte de foi
dans le Congo, un appel vibrant à l'unité, à la réconciliation et à la justice, pour construire ensemble un avenir où chacun a sa place. Le Congo est tellement vaste qu'il y a de la place pour chacun de nous. Faisons de ces livres un outil de dialogue dans nos familles, dans les écoles, même dans nos communautés. Je serais content de voir un jour que dans la communauté des Banyarwanda, on fait une discussion autour de ces livres. Et ça, c'est un premier livre. On va faire sortir encore d'autres parce que Gaston a laissé tellement de manuscrits que je dis petit à petit, on va les faire sortir au fur et à mesure. En conclusion, souvenons-nous que dans le monde, de nombreux peuples ont refusé d'être effacés. Les Juifs ont reconstruit leur unité et leur nation. Les Afro-Américains ont brisé les chaînes de la ségrégation grâce au courage des leaders et des familles. Les Sud-Africains ont vaincu l'apartheid, prouvant que la vérité finit toujours par triompher sur les mensonges. Les Rwandais ont surmonté les génocides pour reconstruire leur pays sur la mémoire, la justice et la cohésion. Et aujourd'hui, les Rwandais étaient modèles parce que les gens ont refusé certaines choses. Et vous pouvez les faire aussi pour les Congos. Les Québécois continuent de défendre, comme Étienne venait de le dire tout à l'heure, de défendre leur langue, leur culture, leur dignité face aux pressions de l'assimilation. Donc, vous pouvez les faire. Le peuple autochtone d'Amérique, malgré l'injustice et l'oubli, s'élève encore aujourd'hui pour protéger leur mémoire. Et vous êtes témoins parce que vous vivez dans ces pays. Ces peuples n'ont pas abandonné. À vous aussi de ne pas abandonner. Ils ont résisté. À vous aussi de résister. Ils ont éduqué leurs enfants. Au lieu de parler aux enfants de Tintin, parlez de votre histoire, c'est important. Ils connaissent plus l'histoire des Tintins des dessins animés que de leur propre histoire. Nous devons changer la façon de faire les choses. Et je vais parler aux femmes, des femmes aux femmes. Les femmes ont un rôle à jouer important dans la transmission des cultures. Et les femmes qui sont ici présentes, je vous supplie de travailler, de transmettre à vos enfants leur histoire. Quand ils seront grands, ils auront des éléments pour se défendre. Ils ne se défendent pas parce que tout simplement, ils n'ont rien à dire. Et c'est de votre faute et c'est de notre faute. Mais il est temps. Les livres de Gaston nous appellent à entrer nous aussi dans ce courant de l'histoire, refuser l'injustice, résister à l'oubli, éduquer nos enfants, protéger notre mémoire et bâtir les vivre ensemble, qui a été le slogan de Gaston pendant longtemps. Parce qu'un jour viendra, chers amis, où on rentrera au Kivu, voir ces belles collines. Et dans ces livres, vous verrez comment Boutiana Yandi a travaillé pour qu'ils puissent importer les kikuyu qu'on voit aujourd'hui quand on regarde la verdure de ces collines. Parce qu'il y a un peuple, il y a des familles qui ont travaillé et vous ne pouvez pas oublier cela. Et je suis sûre qu'un jour, on rentrera à l'aise dans ces pays en toute quiétude pour dire, voilà ce que nos ancêtres ont construit. Et si vous ne prenez pas conscience de ça aujourd'hui, et ça sera fini pour toujours. Et vous en avez la responsabilité, et vous en avez la force, si vous avez la volonté. Voilà le dernier message que je voulais partager avec vous. Oui, nous avons osé nous relever, on dira un jour. Oui, nous avons osé construire la paix. Oui, nous avons osé espérer. Et notre espérance a bâti un Congo nouveau. Merci encore d'avoir été présent. Je sais combien vous êtes occupés, combien vous avez à faire, combien un jour d'été vous aimeriez rester à la maison, s'occuper de vos enfants, vous avez décidé de venir. Et tout cela, ça fait partie de ma guérison et la guérison de ces enfants. Je vous remercie. Merci, c'est bon. Donc, on vous invite à vous joindre à la table de lecture, prendre un temps de regarder le livre, vous le procurer. En ce moment, il est en rabais, sans taxe, donc vous pouvez l'avoir pour $40.